Moi, j'aurais d'abord une remarque pour Fabien. Il faut faire attention à l'utilisation des données empiriques pour prouver l'efficacité du progrès technique par rapport, par exemple, à la courbe d'intensité énergétique que tu nous as montrée. C'est souvent interprété comme une meilleure consommation de l'énergie, mais l'intensité énergétique, c'est bien plus que ça, hein. Ça dépend beaucoup de la structure du PIB. Donc, effectivement, si toutes les industries qui consomment beaucoup d'énergie sont délocalisées, on aura une très bonne intensité énergétique en France, hein. Donc, il faut faire très attention à l'utilisation de ce type d'indicateur qui ne mesure pas que l'efficacité dans la consommation d'énergie. Et puis, j'aurais une question pour Sylvie. J'ai pas très bien compris finalement qu'est-ce que c'est comment est définie l'entropie au niveau économique, hein. Bon, tu sembles le rapprocher des masses peut-être masses de déchets, hein, un peu, mais bon, il faudrait peut-être préciser ça. Et puis aussi, là, une difficulté dans la contradiction, en fait, l'économie, elle est coincée entre la question de l'approvisionnement et la question de ses effets sur l'environnement. Et effectivement, il peut y avoir une contradiction. Quand on va réduire l'un, on va augmenter l'autre. Bon, un exemple, si on met des filtres pour éviter les rejets de particules des centrales au charbon, ben on va consommer plus d'énergie pour arriver au même résultat final, hein. Donc en fait, les deux objectifs de conciliation de la réduction des effets sur l'environnement et d'une meilleure consommation d'énergie ne sont pas toujours compatibles. Peut-être on peut prendre une ou deux autres questions, s'il y en a, et puis donner la parole à nos intervenants. Non ? Pas pour l'instant. Je veux bien juste faire un petit commentaire sur Fabien, sur la courbe de Kuznets, c'est-à-dire que la courbe de Kuznets environnementale, elle fonctionne, mais elle ne fonctionne pas pour le CO2. C'est-à-dire qu'elle ne fonctionne que pour des gaz qui sont émis très localement et dont on maîtrise la production parce qu'il y a peu d'acteurs impliqués dans cette production sur des territoires spécifiques. Donc en fait, la courbe environnementale de Kuznets, elle fonctionnait aux États-Unis, dans les pays à très haut niveau de revenus, sur des émissions de gaz très spécifiques dont on peut, mais ça ne fonctionne pas sur le CO2. Bon, je me présente, c'est Madame Ebarki, je viens de l'université d'Oran. En fait, j'ai une question très simple. Puisqu'on parle de représentation dans cet atelier, la représentation, c'est quoi? C'est comment reproduire justement un concept qui est le développement durable au moyen d'un symbole. Dans la première intervention, ça a été clair. On a parlé un petit peu... il y a eu une représentation schématique justement de cette notion de développement durable. Mais à propos des deux autres interventions, si vous pouvez justement donner justement cette représentation graphique. Quelle est votre représentation graphique du développement durable pour être plus simple? Peut-être on peut donner la parole donc à nos intervenants et puis ensuite on reviendra à la salle pour d'autres questions. Donc qui commence? Fabien, vous commencez? Oui, voilà, vous étiez le premier. Donc. Alors, sur les questions empiriques, puisque c'est un peu de ça dont il s'agit, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit, qu'il s'agisse de la question de l'intensité énergétique, plus encore là-dessus plus encore sur la courbe de Kuznets. Kuznets, voilà, ce que je dis ici, c'est ce sont des outils empiriques qui ont été étudiés pour essayer de garantir le fait que la croissance économique ne nuisait pas à l'environnement, mais je m'inscris bien dans vos remarques, sachant que oui, je pense aussi que ces éléments, tous ces outils sont assez limités, voilà. Alors après, vous parliez de la représentation graphique du développement durable, représentation graphique, est-ce que ça renvoie à un schéma? Qu'est-ce que vous entendez par représentation graphique?
Dans la première intervention, il y a la dame qui a fait une nouvelle représentation du développement durable. Elle a proposé une nouvelle représentation. Et puisqu'on parle de représentation ici, de reproduction d'une problématique qui est le développement durable, selon un symbole, selon un graphique, dans quelle est justement cette nouvelle représentation que vous proposez? Alors, Mais sinon, pourquoi on parle de représentation? J'étais très intéressé justement par ce que disait Catherine dans la première intervention, au sens où elle s'inscrit en opposition avec la représentation initiale du développement durable, dans laquelle celle dans laquelle j'ai fait un petit schéma en 3 bulles, hein, c'est environnement, social et économique, et il serait possible de concevoir cet objectif comme articulé autour d'un des 3, en particulier le social. Comment l'objectif social s'articule avec l'objectif environnemental, l'objectif économique. Donc ça pourrait être le sens dans lequel on pourrait concevoir la chose. Mais alors, représenter graphiquement le développement durable, je suis désolé. Je pense qu'elle pourrait être conceptuelle. Oui, d'accord, peut-être. Ouais. Ça vit de l'amphi. Pardon. Non, comme j'étais aussi concernée par la question sur la représentation, en fait, bon, moi, ce que je vous ai proposé, c'est assez particulier dans la mesure où je suis partie d'un auteur, enfin d'un économiste, hein, qui avait son avis sur la question de la durabilité. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus. Simplement, moi, ce que j'ai voulu voir ici, c'est comment finalement on pouvait envisager effectivement la durabilité, le développement durable, quand on passe, ça veut dire que bon, on va essayer de satisfaire nos besoins, mais dans un contexte où on veut que les autres, que ce soit les autres d'aujourd'hui ou les autres de demain, puissent aussi satisfaire les leurs. Donc l'idée c'était de dire finalement si on regarde, et c'est le point d'entrée que j'ai choisi, du côté donc de la production, la façon dont les processus, voilà, les systèmes économiques ou les processus de production ici fonctionnent, c'était de voir donc comment dans ce contexte-là la production pouvait être appréhendée, que comment ça fonctionnait, etc. Alors le fonctionnement, je l'ai éclairé avec la loi d'entropie, je vais revenir sur l'entropie, et je me suis dit, donc partant de là, si on développe cette démarche et cette approche de l'auteur, qu'est-ce que ça nous donnerait comme indicateur, hein? D'habitude, effectivement, quand on parle des règles de soutenabilité fortes, dans les différents travaux dans la littérature, vous rencontrez effectivement le maintien d'un stock global de capital dans l'économie qui doit rester donc inchangé, sachant qu'on joue sur les substitutions dans les catégories de capital après, bon, ou règles de durabilité forte, où vous devez maintenir absolument votre capital naturel, voyez, donc là, on n'est pas du tout dans cette problématique-là, et pourtant on répond aussi à des enjeux de durabilité, ou en termes de développement durable, on est quand même dans le champ... Alors c'est une représentation peut-être un peu partielle, même sûrement, mais qui a bon, cette particularité de mettre le focus sur voilà, la façon de produire et les implications de ce système de production sur le milieu naturel en particulier. Voilà, c'est enfin bon. Je peux répondre. Alors sur la question de l'entropie, oui, j'ai été très rapide. C'est vrai que bon. Donc l'entropie, effectivement, une manifestation concrète de son existence, c'est la production de déchets. Ça, c'est clair que si on n'avait pas cette loi qui s'applique, il n'y aurait pas dissipation, donc transformation dans les processus d'une qualité d'énergie à une qualité donc haute en qualité dégradée, caractérisée par une haute entropie. Bon, ça, c'est en fait une fonction simplement d'état d'un système pour caractériser, comme la température ou une autre variable, pour caractériser le fait qu'au moment où la mesure où le système fonctionne, il va effectivement utiliser certaines ressources de certaines qualités qui vont être transformées progressivement pour obtenir effectivement quelque chose qui a de la valeur et qui est structuré, ordonné, caractérisé par une basse entropie, d'accord, le produit que l'on va consommer, acheter ou bon, auquel on va accéder. Mais parallèlement à cela, il y a d'autres produits qui apparaissent et c'est le déchet. C'est cette dissipation donc effectivement qui est à l'œuvre et donc l'entropie concrètement se manifeste effectivement par la présence de déchets. C'est pour ça que aussi je m'intéresse à cette notion donc temporelle, enfin de la durée des processus, parce que plus on veut produire plus et plus on veut produire vite pour satisfaire des besoins, et c'est la société de surconsommation, et plus on est dans un schéma où effectivement on dissipe encore plus d'éléments dans les process. Donc effectivement à la limite, ça c'est l'enseignement en physique, à la limite effectivement si le processus était très lent,
bon, il prendrait un temps infini. Alors, entre être très très lent et se mouvoir donc très lentement sur un temps infini, mais aller très vite et sur un temps très court, peut-être qu'entre les deux, il y a marge de manœuvre justement pour essayer de contrer un peu cette loi et satisfaire donc à des conditions de vie durables pour nous et pour ceux qui viendront après nous. Je crois que comme René Passé l'a montré avec tout à l'heure, cette métaphore de la révolution industrielle qui arrive à quelques milliards de secondes, enfin, avant l'instant donc où... Non, bon, mais c'est effectivement ça, on est sur des pas de temps qui sont... Mais effectivement, ce que je dis là, c'est tout à fait hors du temps, du temps court de l'économie, ou du rythme... Enfin, bon. Si je peux ajouter un mot, bien que j'ai déjà beaucoup parlé, je suis probablement dans cette salle le seul qui a bien connu Georgescu, qui a beaucoup ferraillé avec lui. Et alors, il y a une chose que je n'ai cessé de lui reprocher, il le sait, il le savait, et dont je n'ai jamais pu le convaincre qu'il fallait y renoncer, c'est de n'avoir voulu raisonner qu'en termes d'entropie, et d'avoir voulu ignorer sciemment tous les travaux plus récents, notamment ceux de Prigogine. L'entropie, ça fonctionne en système clos. C'est la thermodynamique de Carnot. Alors un système clos se dégrade forcément. Et il vient un moment où toute l'énergie potentielle s'est dégradée et ne peut plus produire d'énergie cinétique, c'est-à-dire plus rien ne peut fonctionner. Mais il oublie tous les travaux, alors notamment Prigogine, qui raisonne en système ouvert, recevant donc un apport d'énergie qui alimente les grands cycles biogéochimiques, lesquels cycles recomposent non seulement de l'énergie, mais aussi de la matière. C'est très amusant. Georgescu prend en compte la dégradation de l'énergie et reproche à Prigogine de n'avoir pas pris en compte la dégradation de la matière. Et lui ne veut pas se rendre compte du fait que lorsque les grands cycles fonctionnent, ils recomposent non seulement de l'énergie, mais aussi de la matière. Et je crois que Georgescu m'a appris beaucoup de choses. Il a l'immense mérite d'avoir ouvert l'économie sur l'entropie, mais têtu comme, je ne dirais pas quel animal, par respect pour lui, il n'est pas là, s'il était là, je lui dirais, mais il connaissait la thermodynamique de Prigogine. Il connaissait Prigogine. Je les ai vus tous les deux dans un colloque où nous étions. Et il s'est toujours refusé à prendre en compte ce phénomène de recomposition. Moi, je crois qu'on pourrait reprendre les tableaux, mais il faudra alors prendre en compte, c'est tout un champ nouveau à explorer, les apports de l'énergie, etc., les apports venus de l'ouverture sur le système. La Terre est un système énergétique ouvert. Et voilà la grande faiblesse de Georgescu. Voilà, pardon, j'ai été trop long. On peut en discuter après. Mais je voulais lui dire ça. Je voulais dire ça parce que je l'ai sur l'estomac. On peut peut-être aussi donner la réponse. Bon, ok. Non, c'était par rapport au temps, mais bon. Oui, allez-y, juste une petite réponse. Peut-être que, par rapport à ce que vous dites là et les échanges que vous avez eus, je ne les connais pas, mais bon, est-ce que c'était pas lié au fait qu'on n'était pas sur des échelles de temps, parce que le recyclage de la matière, ça s'opère à des échelles de temps qui peuvent être très longues. Donc du coup, quand on est sur un processus de production, pour arriver à intégrer ce bouclage et cette ouverture effectivement sur l'extérieur, le fait que l'on puisse arriver à, je sais pas. Non, est-ce que... Entre le fait qu'un processus de production déterminé produise de l'entropie et la conclusion globale que l'entropie finit seulement par l'entropie, il y a un nombre. Oui. C'est que, sinon, si on s'enferme dans un système, on ne peut pas prendre en compte l'apport énergétique venu de l'extérieur. Or, la planète est un système ouvert sur l'énergie solaire. Oui, le flux solaire. En effet, Peut-être juste avant de finir cette séance, merci beaucoup pour cet échange. Je pense que vous pourrez continuer la discussion pendant le déjeuner. J'aurais juste voulu poser une petite question à Catherine Figuière concernant le pilier de régulation dans le développement durable. Parce que, vous l'avez évoqué sans vraiment détailler, est-ce que c'est une sphère à part ou
autonome par rapport aux autres. Vous avez dit que ce n'est pas un pilier du développement durable, la décision politique, mais il faut qu'elle apparaisse quand même quelque part dans le développement durable. Donc, elle apparaît comment? À l'intérieur de chacune des sphères, en tant que sphère autonome, et quel est son espace temporel aussi, pour effectivement aboutir à un mode de développement nouveau? C'est explicitement une quatrième sphère. Maintenant, on a voulu, pour la beauté de la représentation graphique, dissocier économie sociale et environnementale. On voit bien que déjà ces trois sphères sont interdépendantes. D'accord ? Et la quatrième, elle est aussi interdépendante avec les trois autres. Néanmoins, en tant qu'économiste, mon problème actuellement, c'est de constater que les décisions sont prises dans les marchés. D'accord ? Et donc, c'est bien justement pour aller à l'encontre de ce mode de régulation, qui n'en est pas un, par les marchés, qu'on essaye de dire, attention, les décisions doivent être prises à l'extérieur des marchés. Et donc, il faut inventer un autre lieu que les trois qui sont déjà présents. Mais on voit bien que la construction, elle va se faire notamment parce qu'on va mélanger gouvernance, gouvernement et qu'on va éventuellement mobiliser différents acteurs pour construire cette décision. Mais on doit explicitement faire ressortir la décision uniquement des mécanismes de marché. Je prends l'exemple, par exemple, des entreprises qui sont dans l'autorégulation de leurs pratiques environnementales, des chartes environnementales. On fait en sorte qu'il n'y ait pas de contraintes, mais qu'elles soient proactives. Bon, moi, je pense que très clairement que ça ne suffit pas, et que par conséquent, c'est de l'extérieur du monde des entreprises et donc de l'extérieur des marchés économiques. Les marchés ne doivent pas être en autorégulation parce que ça ira pas assez vite et ça ira pas assez loin. Et donc, c'est bien de l'extérieur de ces sphères que doivent être faits les nécessaires arbitrages. Et évidemment, alors le temps devrait être plus long que le simple temps de l'électorat. C'est-à-dire qu'il faudrait pouvoir s'émanciper du calendrier électoral. Mais voilà, bon... C'est des frontières nationales peut-être aussi. Oui, de ces frontières naturelles aussi. Merci beaucoup à tous, aux intervenants et au public. Et donc, je pense que nous avons maintenant une pause déjeuner. Voilà, alors pour les aspects...